Alors dans cette vidéo, nous allons étudier la monnaie, son origine, ses différentes formes, ainsi que ses fonctions, notamment d'ordre économique. Dans un premier temps donc, nous allons voir le passage du troc à la monnaie. Ce passage, effectivement, historiquement est un petit peu discutable dans la mesure où on peut considérer que de nos jours, il existe encore une partie de l'économie qui repose sur le troc. Mais bon, vous conviendrez que l'essentiel des échanges de nos jours, bien évidemment, s'appuie sur une base monétaire. Alors qu'est-ce que le troc? C'est tout simplement l'échange d'un bien contre un autre bien. Je vais par exemple échanger une paire de lunettes contre un pull. Le problème du troc, c'est qu'il va nécessiter la double coïncidence des besoins. Ça veut dire qu'il faut que la personne qui possède, par exemple, des lunettes et qui désire un pull, trouve une autre personne qui possède un pull et désire des lunettes. Si tel n'est pas le cas, elles ne pourront pas échanger. Deuxième limite, c'est le nombre élevé de prix relatifs. Autrement dit, dans le cas présent, sur votre écran, vous voyez trois personnages. Cela fait donc 3 multiplié par 3 moins 1, le tout divisé par 2. Cela va donc faire 3 combinaisons en fait, de prix possibles. Autrement dit, la quantité de CD par rapport au pull, la quantité de CD par rapport aux lunettes et la quantité de pull par rapport aux lunettes. On a en fait 3 prix relatifs. Bon, vous pourriez me dire c'est peu, oui effectivement. Mais maintenant, si l'on prend 10 biens, ça nous fera donc 45 prix relatifs. Et bien évidemment, le nombre de prix relatifs va augmenter avec le nombre de biens. Alors on peut considérer que la monnaie, effectivement, serait apparue pour pallier les limites que je viens d'évoquer en termes de double coïncidence des besoins, mais également le nombre élevé de prix relatifs. Dans le premier cas, concernant la double coïncidence des besoins, il faut savoir effectivement qu'avec la monnaie, on va dépasser ce problème des besoins qui sont incompatibles, dans la mesure où la monnaie va permettre d'acheter ce que l'on veut, peu importe ce que possède l'autre, peu importe ce que l'on possède en fait. Autrement dit, une personne qui désire acheter des CD va en trouver une autre qui lui vend, lui donne en échange de la monnaie, et celle qui vient de vendre ses CD pourra acheter ce qu'elle veut grâce à la monnaie. Donc on n'a plus cet inconvénient du troc lié à la double coïncidence des désirs. Concernant maintenant le fait que la monnaie constitue un équivalent général, cela signifie qu'on aura en fait autant de prix que de produits. On a vu il y a quelques minutes avec le troc qu'il y avait en fait une grande combinaison de prix relatifs. Par exemple, on avait dit, avec 10 produits, nous aurons 45 prix relatifs. Avec la monnaie, avec 10 produits, nous aurons uniquement 10 prix. C'est tout. Cela facilitera grandement la comparaison en fait, entre la valeur exprimée en unité monétaire, en euros par exemple, des biens. L'utilisation de la monnaie va par contre nécessiter quelque chose de fondamental, c'est la confiance. Il va falloir avoir confiance dans l'émetteur. Il va falloir avoir confiance dans l'institution qui va battre monnaie, dans l'institution qui va émettre en fait de la monnaie, qui va émettre par exemple des pièces, des billets, etc. Sans la confiance, on n'utilisera pas la monnaie. Alors, il faut savoir qu'à travers le temps, en fait, se sont succédés un très grand nombre de formes de monnaie. On a commencé par exemple avec la monnaie marchandise. Cela pouvait être de petits coquillages qui étaient utilisés 1600 ans avant JC. Cela pouvait être du sel, cela pouvait être également des queues d'animaux, etc., etc. Et puis dans le temps, cette monnaie marchandise a évolué pour tendre vers de la monnaie métallique, essentiellement en fait des pièces sous forme d'or et d'argent, qui n'avaient pas nécessairement d'ailleurs de forme et de poids bien précis. Ce n'est qu'avec le temps, effectivement, qu'afin de faciliter les échanges, le poids, la forme des pièces, effectivement, a eu tendance à se standardiser. Petit à petit, ensuite, on s'est rendu compte que nous sommes passés de la monnaie métallique à la monnaie divisionnaire. Ça signifie qu'en fait, à l'époque de la monnaie métallique, or ou argent par exemple, la monnaie avait une valeur intrinsèque. Ça signifie qu'en fait, les pièces étaient constituées de métaux précieux qui eux-mêmes possédaient une certaine valeur. Ça veut dire qu'on aurait pu faire fondre ces pièces et les revendre en fait à leur poids contenant un certain nombre de grammes de métaux précieux. La monnaie divisionnaire est constituée en fait de pièces, mais constituée de métaux vils, autrement dit du cuivre, de l'aluminium, du zinc, etc., etc., qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Mais on va utiliser cette monnaie divisionnaire uniquement en se référant, en se basant sur la valeur faciale, autrement dit sur le nombre
qui est inscrit sur la pièce. Si vous avez une pièce de 20 centimes, ben vous savez que vous pourrez acheter quelque chose à hauteur de 20 centimes. Complémentairement, en fait, à la monnaie divisionnaire, on a eu les billets qui sont apparus. Les billets plus la monnaie divisionnaire correspondent à ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, en fait, qui, étymologiquement parlant, en latin, vient de la notion de confiance. Et oui, parce qu'en fait, ces pièces qu'on utilise, ou ces billets d'ailleurs qu'on utilise, n'ont aucune valeur intrinsèque. Ils ne valent rien. Ce n'est que du vil métal, ce n'est que du papier finalement. Mais on va les utiliser parce que nous avons confiance dans l'institution émettrice, dans l'institution qui les a fabriqués. Et l'on sait que quand on nous donne un billet de 10 euros ou alors une pièce de 1 euro, on pourra réutiliser ce billet et cette pièce tout de suite ou plus tard dans le temps, bien évidemment. Donc la notion de confiance est fondamentale. L'essentiel de la monnaie que l'on utilise de nos jours est de la monnaie scripturale. Scripturale, ça veut dire qu'elle résulte d'un jeu d'écriture. En fait, c'est la monnaie qui se trouve sur nos comptes courants, sur les comptes que l'on va détenir auprès d'une banque. Et cette monnaie scripturale, on peut l'utiliser grâce à des instruments. Attention, on dit quelquefois par exemple la monnaie électronique pour désigner des cartes bancaires. Non, c'est un abus de langage. En fait, les cartes bancaires ou même le paiement sans contact, etc., le téléphone, tout cela constitue en fait des instruments qui vont permettre de véhiculer la monnaie qui se trouve sur votre compte courant vers, bien évidemment, la monnaie du compte courant du destinataire. Alors, vous vous rendez compte que nous sommes passés en fait de monnaie marchandise à de la monnaie scripturale. Au début, la monnaie, c'était quelque chose de palpable, en fait. Et petit à petit, elle a pris une forme qui est devenue de plus en plus abstraite. On va parler de dématérialisation de la monnaie pour mettre en évidence le fait qu'elle est passée d'une forme concrète, palpable, à quelque chose effectivement de très très éloigné du concept originel de monnaie. Pour terminer, nous allons voir que la monnaie a en fait différentes fonctions d'ordre économique. Tout d'abord, c'est un instrument de paiement, autrement dit, la monnaie va permettre d'acquérir des biens et des services. Autrement dit, on pourra acheter de l'alimentation, on pourra régler un artisan qui vous rendra effectivement service, etc., en contrepartie de monnaie. Deuxièmement, la monnaie est une unité de compte, autrement dit, c'est un étalon de valeur, autrement dit, elle va nous permettre de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service et on va exprimer cette valeur en unités monétaires, en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Troisièmement, la monnaie a également donc une troisième fonction d'ordre économique, c'est la fonction de réserve de valeur. Ça signifie qu'en fait, lorsque vous avez des pièces, des billets ou même de l'argent sur votre compte courant, donc de la monnaie scripturale, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout de suite. Vous pouvez en fait retarder, repousser dans le temps l'utilisation de la monnaie. Donc c'est une utilisation différée dans le temps. Alors je ne dis pas que la monnaie va conserver sa valeur dans le temps, ce n'est pas ça le problème, parce qu'elle peut en prendre ou en perdre en fonction de l'évolution de l'indice du niveau général des prix. Non, simplement, vous pouvez utiliser votre monnaie aujourd'hui, vous pourrez également utiliser votre monnaie demain. Elle aura toujours une certaine valeur intrinsèque en fait.